Ça y est, Macron et sa clique ont mis le pays au fond du trou. À supposer d'ailleurs qu'il y ait un fond, au bord du chaos le plus total. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, nationalistes, privés de sources d'informations fiables, c'est de nous faire une idée claire de la situation à travers la jungle d'une propagande permanente des autorités et des médias officiels, soumis les unes comme les autres à des intérêts privés et partisans. Alors faisons le point. Oui, nous sommes confrontés à une épidémie foudroyante dont on ignore encore si elle découle d'un manque d'hygiène, si elle est d'origine animale ou bien si elle découle de manipulations en laboratoire. Oui, l'émergence d'un nouveau virus de type SRAS et les conséquences dramatiques de l'arrivée sur notre sol de ce type de pandémie étaient prévisibles. Comment un ennemi, invisible à l'œil nu, a-t-il pu en quelques semaines provoquer un tel chambardement dans les sociétés occidentales et remettre en cause le fonctionnement géopolitique du monde? N'ayant aucune possibilité d'avoir prise sur les événements, si ce n'est en veillant modestement à la protection de nos proches, de nos parents, et en venant en aide à ceux qui sont en première ligne, il nous reste, nous nationalistes, en attendant des jours meilleurs, le seul loisir de nous attacher à bien définir les responsabilités de cette crise sanitaire et économique dont les conséquences s'annoncent au sommet des catastrophes majeures de l'après-guerre. Ce malheur qui nous frappe individuellement, mais pas que, collectivement, est le révélateur de l'effondrement général de nos institutions, de la moralité et de la corruption de nos dirigeants, de l'état pitoyable de nos infrastructures sanitaires, de l'effondrement de notre industrie et de notre tissu économique, aujourd'hui en lambeaux, du vieillissement et de la dévirilisation de notre peuple. La France n'est plus qu'une nation de nom et d'apparence, totalement gangrénée et mitée au plus profond de son être par le poison mondialiste. Sa cohésion intérieure est dynamitée, nos finances publiques plombées par une immigration massive, intrusive, violente, sauvage, colonisatrice qui ne connaît aucun frein. Toutes nos traditions sont sapées, pourries par la subversion cosmopolite. Notre unité ethnique, culturelle, spirituelle, s'est peu à peu dissoute dans l'acide européiste, engloutie dans les sables mouvants de Bruxelles. L'arbre coupé de ses racines se meurt et ne tient plus debout que par habitude. Notre pays n'est plus qu'un agrégat, un conglomérat, une simple superposition d'individualités, de tribus ou de communautarisme, avec en plus de très nombreuses fractures sociales, ethniques, géographiques et professionnelles, déclassées, tiers-mondisée, la France en est réduite à quémander l'aide humanitaire à la Chine qui, suprême humiliation, nous fait payer le prix fort. Alors, dans cette affaire de coronavirus, les scandales d'État se succèdent plus écœurants les uns que les autres. Les politiques savaient, mais n'ont rien fait. L'aveu vient d'Agnès Buzyn, l'ancien ministre de la Santé en charge du dossier. Sous la coupe de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à la direction totalement stipendiée, tout a été fait pour préserver les intérêts de la Chine au détriment de notre protection contre la pandémie. Le pouvoir perverti par l'idéologie mondialiste s'est refusé aux gestes de premier secours, comme la fermeture des frontières. Honte absolue, il a maintenu la mascarade électorale des municipales, contribuant à propager le virus dans toute la population. Avec une conséquence terrible, c'est la mort de nombreux assesseurs et directeurs de bureaux de vote, ainsi
que d'élus souvent à un âge où l'on est particulièrement fragilisé par la maladie virale. A succédé à ce scandale, celui toujours en cours et bien connu de la pénurie des masques, du matériel sanitaire, des blouses, des médicaments, des tests et des appareils respiratoires, pénurie qui a laissé le personnel hospitalier désarmé face à l'ennemi. Oui, l'ennemi, puisque nous serions en guerre, comme l'a décrété avec force le général en chef d'opérette Emmanuel Macron. Alors s'il y a une guerre, c'est bien celle des mots. Les mots de cette propagande incessante que l'on nous sert en permanence de manière éhontée et dont Sibeth Ndiaye est devenu l'incarnation avec ses bobards permanents. On nous a trompés quant à l'efficacité du port des masques, sujet particulièrement sensible pour un gouvernement qui nous prend en permanence pour des demeurés. On nous a trompés encore à propos de la chloroquine et de son efficacité. La chloroquine du professeur Raoult, ce médicament libre de droit et donc très bon marché, dont la posologie et les effets secondaires sont totalement méprisés depuis des dizaines d'années, mais auquel s'oppose la technostructure sanitaire de l'État profond et la pieuvre des trusts et des lobbies pharmaceutiques alléchés par les perspectives de vente colossales qu'un marché de taille mondiale leur laisse espérer. Que dire par ailleurs du véritable drame qui se déroule dans les hospices pour personnes âgées, pudiquement rebaptisé EHPAD, acronyme administratif lénifiant pour désigner des lieux qui sont en réalité que des mouroirs dans lesquels les consignes officielles sont de ne pas soigner, comme dans les hôpitaux d'ailleurs, où le malade du troisième âge, porteur d'une pathologie, est trié et orienté vers une forme d'euthanasie encadrée par décret gouvernemental. Au regard de ces multiples scandales dans la gestion de l'épidémie, vous comprenez aisément qu'il n'est pas question pour nous de participer à une quelconque forme d'union nationale. Comment pourrions-nous faire confiance à ceux qui, par incompétence et idéologie, sont responsables de ce chaos? Nous sommes de ceux qui exigeons que justice soit rendue et que les coupables soient punis. Alors, avec ce drame actuel et ses conséquences encore plus terribles à venir, la réalité du caractère tragique de la vie s'impose à nouveau. La vie est une lutte contre les forces de mort, issue inexorable de celle-ci. Ce n'est pas un moment continu que l'on voudrait perpétuel, de jouissance et d'insouciance pendant lequel tous les droits de l'individu, nourris par toutes les formes du désir, devraient être assouvis. On ne peut pas s'affranchir des lois permanentes qui ont permis à une communauté humaine de s'édifier en tant que nation. Il existe des principes forts de la communauté nationale qui s'opposent aux déclarations des droits de l'homme utopiques et déconnectées des réalités. Nous devons rompre avec le consumérisme pour retrouver toute notre place dans le cosmos, dans le respect de l'agencement du temps et du cycle des saisons, à l'écoute des voix du ciel. Nous avons à combattre ces abstractions philosophiques délirantes qui prétendent abolir toute loi naturelle et s'émanciper des éléments constitutifs de la nation, ethniques, religieux, culturels et institutionnels. La France est tout à la fois le résultat d'un déterminisme et de l'histoire. Un déterminisme duquel les individus ne peuvent pas s'extraire sous peine du rappel violent aux réalités. Dieu pardonne toujours,
les hommes parfois, la nature jamais. C'est de ce constat qu'est né le nationalisme en tant que doctrine ancrée dans le réel, opposée à toute forme de constructions idéologiques strictement intellectuelles. Ce nationalisme exige une vision héroïque de la vie, dont le moteur est la volonté et qui doit s'écrire comme un beau roman. La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours, disait l'empereur. Vivre sans idéal, sans donner à notre vie un sens profond, dans le seul but d'accumuler des richesses à la recherche de plaisirs fugaces, n'est-ce pas tout mourir tous les jours? S'être laissé voler notre avenir et celui de nos enfants, en étant les victimes de mensonges et de manipulations permanents, n'est-ce pas mourir tous les jours? Voir la France représentée par ce gouvernement de coquins et de gredins qui n'ont comme seule règle de se servir et non de servir, n'est-ce pas mourir tous les jours? Avec cette catastrophe, on assiste au retour du politique et de sa légitimité. Si tu ne vas pas à la politique, dans l'acception noble du terme, c'est naturellement la politique qui vient à toi. Beaucoup ont voulu se détacher de l'action au service du bien commun pour se recroqueviller sur la sphère individuelle et familiale. Alors je vous le dis avec force et de manière solennelle, il est temps de s'engager. Nous vivons le retour des nations. Nous avons une occasion unique, historique même, de recouvrer l'héritage national qui nous a été volé par les marchands du temple. Alors debout, haut les cœurs, halte à l'humiliation, reprenons en main notre destin. Dans cette histoire, le sacrifice des anciens et des plus fragiles, c'est la condamnation morale du système et de cette République universelle. D'autant plus qu'il s'agit d'une récidive, qu'on se remémore les 25 000 morts de 2003 à cause de la canicule. La loi du plus fort et du plus riche pour l'acquisition des masques et du matériel sanitaire, c'est la faillite de l'Union européenne. L'effondrement économique, le chômage et la mort de nos entreprises, c'est la faillite du système libéral. Le chaos et le confinement de plus de 4 milliards d'individus sur la Terre, c'est l'effondrement du mondialisme. Le chaos mondial engendré par la pandémie, c'est la mort des idéologies. Nous assistons aujourd'hui à l'effondrement d'un monde, l'effondrement de leur monde. Nous sommes arrivés, je pense, au point d'équilibre dans la confrontation entre les résistances d'États-nations, des permanences nationales, et l'instauration d'une gouvernance mondiale qui est à l'œuvre depuis 1945, et ne nous y trompons pas, qui existe déjà de fait. On voit bien que de par le monde, tous les pays, ou presque, adoptent les mêmes méthodes, celles préconisées par l'OMS pour lutter contre la pandémie. Certains voudraient profiter du chaos pour refonder prétendument la mondialisation et tendre vers plus de supranationalité, vers un gouvernement mondial. C'est l'antienne habituelle entonnée récemment par les Rockefeller, les Attali ou encore les Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique. Nous sommes à la croisée des chemins. Et face à ce choix, nous, seuls nationalistes, sommes porteurs de renouveau. Nous défendons un courant fort de démondialisation, un courant énergique de réémigration, un courant intelligent de relocalisation, un courant puissant de renationalisation et un courant irréversible de rétablissement de la France souveraine. Nous voulons une politique dont le seul but sera de défendre les intérêts de la communauté nationale,
au service du bien commun, et dont le but ultime est fixé par l'indépendance et la pérennité de notre patrie commune. Pour cela, nous devons mettre au pas la finance internationale et l'état profond qui s'est imposé sur la précarité et la médiocrité des politicards pour instaurer l'ordre nouveau de justice que nous incarnons. Nous dénoncerons tous les accords supranationaux qui nous ont été imposés par la ruse et par la force au cours de ces dernières dizaines d'années. Les funestes traités de Maastricht, Lisbonne, Amsterdam, Schengen, les CETA, la PAC, la politique agricole commune, le GATT et tous les autres. Nous dissoudrons toutes les structures tyranniques et coercitives de gouvernance mondiale que constituent les organismes comme l'OMS, le FMI, l'OMC, la Banque mondiale. Nous imposerons de manière unilatérale le Frexit, avec la rupture immédiate et sans retour de l'Union européenne. Enfin, nous sortirons de l'euro, cette monnaie d'escrocs, et nous rétablirons le franc en restaurant une Banque de France forte et publique à l'abri des spéculations financières des grandes banques privées et de l'oligarchie, puisque l'urgence, c'est de sortir de ce système usurier basé sur l'asservissement et l'esclavage des peuples par la dette. Là, croyez-moi, est la seule voie possible pour mener une politique de plus grande justice sociale, dans l'intérêt de tous les travailleurs, quel que soit leur rang dans l'entreprise et dans la société. Là, croyez-moi, est la seule solution si nous voulons recouvrer une industrie forte, gage d'indépendance et pilier d'une économie saine, elle-même vivifiée par les petites et les moyennes entreprises qui permettent aux familles de se constituer et de transmettre la vie. Il faut résolument tourner le dos au fonctionnement archaïque de la lutte des classes, dont le moteur est la jalousie, afin de favoriser et de promouvoir une liberté d'entreprendre au service de l'intérêt général. Pour cela, nous unirons toutes les forces vives de la nation en un seul faisceau de volonté, porteur de renouveau et de grandeur. Cette politique régénératrice sera imposée en Europe et dans le monde entier par la vague nationaliste qui déferle, poussée par le vent de l'histoire, en coordination avec tous nos camarades, chacun dans nos pays respectifs. Ensemble, nous bâtirons un ordre géopolitique nouveau, basé sur le respect des nations souveraines, tournant résolument le dos à l'unilatéralisme, au marché unique et à la politique de la concurrence. Alors sera venue l'heure d'édifier, à la place de cette Europe passoire, l'Europe forteresse, respectant le principe des subsidiarités. Nous sommes le dimanche de Pâques, jour de la résurrection de Jésus-Christ, mort sur la croix pour racheter nos fautes. Cette fête est la plus importante de la chrétienté et de l'Europe en tant que civilisation chrétienne. Les Français, dans leur plus grand nombre, l'ont oublié. Ils ont oublié que la chrétienté a fait la France et l'Europe et qu'elle se défend avec le laïcisme le plus agressif issu de 1789 et le noachisme oppresseur issu, lui, des jugements mensongers de Nuremberg et qui s'est imposé à Rome avec le Concile Vatican II. Avec cette pseudo-religion des droits de l'homme, ce n'est plus Dieu qui se fait homme, mais l'homme qui se prétend Dieu. Ainsi, l'homme moderne a rompu avec la tradition, avec l'ordre naturel des choses. Il s'est asséché, perdu dans l'hédonisme, le consumérisme et le matérialisme le plus stérile, sans aucun respect de la nature qui l'entoure, sans aucun respect même de lui-même. Une de nos priorités, c'est de recouvrer le sens du sacré. C'est un combat sur nous-mêmes que les périodes de grands troubles dans lesquels nous sommes entrés favorisent.
Cette victoire précède la grande victoire de renaissance nationale. L'année dernière, à Pâques, c'est Notre-Dame qui brûlait. Plus qu'une simple cathédrale, l'âme profonde de la France se consumait sous nos yeux impuissants. Aujourd'hui, c'est l'épidémie. L'épidémie qui se répand inexorablement avec son cortège funèbre, fauchant les plus fragiles et les plus vulnérables d'entre nous sur son chemin et avec des conséquences économiques et sociales dévastatrices. Comment ne pas y voir un signe de la Providence qui annonce la fin d'un temps et la naissance d'un nouveau? Une force invisible est à l'œuvre. Le peuple déicide a voulu tuer Dieu et le Fils de Dieu sur la croix. Nous vivons la passion de la France qui agonise dans les plus grandes souffrances sous les coups du Judapeau. Mais sans passion, pas de résurrection possible. Est-ce l'heure de la mort, le triomphe de Mammon et de la barbarie, ou est-ce l'implosion de la tour de Babel mondialiste? Pâques est la fête de l'espérance. Les bourgeons en fleurs sont promesses d'avenir. De la terre de France émerge comme une promesse le destin commun de tout un peuple enfin recouvré. Nous savons, nous, que la France est un miracle qui ne peut pas mourir. Elle n'est ni une entreprise commerciale, ni une start-up. Elle est constituée de la chair et du sang qui ont nourri la terre de nos morts. Du plus profond de ses entrailles, de son histoire, ont surgi ces dernières années deux belles révoltes. Celle des Gilets jaunes, de défense du travail, et celle de la Manif pour tous, de défense de la famille. Demain doit triompher la grande révolution nationale du rétablissement de la patrie. Travail, famille, patrie, quel bel étendard! Oui, nous sommes au moment de vérité, au moment ultime du choix entre la mort ou la rédemption. Cette espérance est nationaliste. Il faut combattre pour la France, il faut croire en la France, il faut aimer la France. Alors nous vivrons les Pâques françaises de la France éternelle ressuscitée. En avant la victoire, maître chez nous, qui vive France, débarrassée de ceux qui la souillent. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres épisodes et toujours le salut européen pour respecter les consignes sanitaires par ces temps d'épidémie. Je vous remercie.